Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour Recettes de prod, les bons conseils, saison 2. Vous retrouverez toujours des bonnes recettes et surtout des bons conseils pour mieux comprendre ou avancer dans vos productions. Et dans cette saison, vous pourrez profiter de l'expérience d'autres productrices, producteurs et actrices de la production audiovisuelle avec des épisodes interview. J'inviterai ici toutes celles et ceux qui sont très proches des métiers de la production afin de partager le temps d'un épisode, une bonne et une mauvaise recette et surtout mieux comprendre la richesse de ces métiers dans ce secteur. Alors sans plus attendre, allons-y avec Jennifer Sabat, notre invitée pour ce nouvel épisode interview de Recettes de prod, les bons conseils. Experte en coproduction internationale et en financement de projets audiovisuels complexes, Jennifer Sabat met à profit ses plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la production pour conseiller et accompagner les professionnels de l'audiovisuel dans leurs projets ambitieux. Spécialiste des coproductions internationales et des montages financiers solides, Jennifer Sabat apporte son expertise à chaque étape du processus, depuis le développement initial jusqu'à la stratégie de distribution et la rentabilisation. Avec son œil avisé et son sens aigu des enjeux artistiques, elle assure que les projets qu'elle accompagne réunissent toutes les conditions pour un succès durable sans compromettre l'intégralité artistique de l'œuvre. Découvrons ensemble le parcours et les précieux conseils de Jennifer Sabat dans cet épisode interview de Recettes de prod, les beaux conseils. Jennifer, bonjour. Bonjour Virginie. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté. Ça me fait vraiment partager ce moment avec toi. Et j'ai très très hâte d'entendre, de découvrir ton parcours que je sais riche. Et j'ai hâte de partager ça avec le public qui va l'adorer, j'en suis certaine. Est-ce que tu peux te présenter rapidement avec tes propres mots ? Oui, tout à fait. Mais merci déjà pour cette présentation. Alors effectivement, je travaille moi à l'international depuis bien plus de 20 ans maintenant. Aujourd'hui, j'accompagne les producteurs et les créateurs les créateurs de films, de longs métrages, de documentaires, de séries, dans l'implémentation de leur coproduction internationale et des coopérations internationales, et avec la particularité de faire attention à ce qu'il y ait toujours une synergie entre les aspects créatifs et les aspects financiers, parce que très souvent on a l'impression que le financier et le légal est totalement séparé. Or il y a des implications directes dans les deux, et c'est mon expérience de terrain qui m'a permis de mettre en place des outils pour correctement implémenter quelque chose qui peut vite être complexe. Oui, c'est vrai, complètement. Avant qu'on en arrive justement à ce niveau d'expertise, on va remonter le fil du temps pour vraiment comprendre ton histoire et ton parcours, et justement comment tu peux en arriver aujourd'hui à ce niveau d'expertise sur les coproductions internationales. Du coup, je commence avec une question que je pose pour la première fois, mais je me suis posé la question ce matin. De quoi tu rêvais plus jeune ? Qu'est-ce que tu rêvais de faire comme métier ou comme vie quand tu étais plus jeune ? Alors, sincèrement, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. J'ai grandi dans une famille où il y avait un espèce de fantôme de cinéma. C'est en fait mon grand-père était un des collaborateurs de Fritz Lang. Il était réalisateur dans les années 30. Je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort quand ma mère avait 10 ans. Mais je pense qu'il a un peu, il a un peu irrigué comme ça la vie de ma mère et la mienne. Elle n'a pas pris ce chemin-là, et en même temps, elle m'a transmis cet amour du cinéma. Et moi, quand j'étais au cinéma la première fois, je voulais faire des images. Voilà, d'accord. Je suis sortie, c'était les Goonies. Ah oui, j'adore. J'adore. Le premier film. Le deuxième, c'était un film de Woody Allen. C'était Radio Days, voilà. Et le deuxième, je suis vraiment sortie et j'ai dit à ma mère, je veux faire ça. Et au début, c'était vraiment caméraman. Je voulais être caméra woman. Et puis ensuite, ça a drifté un peu vers le réalisateur. Donc voilà, le cinéma, c'était ma grande passion. J'allais tous les week-ends. Je faisais mes petites critiques dans mes petits cahiers. Trop bien. C'était vraiment... je ne pensais que à ça matin, midi et soir. Et puis après, en fait, après j'ai décidé de faire des études de cinéma. Et par contre, c'est en étant sur le terrain les premières fois, j'ai fait plein de métiers, régie, j'ai même fait script. Et en fait, c'est en étant sur les tournages, je me suis dit, mais c'est pas du tout là où je voulais être. Et c'est vrai que dans mes rêves, j'avais toujours imaginé un bureau. J'étais toujours dans un bureau. Je m'imaginais dans un grand bureau à Hollywood. Et j'avais toujours un bureau. Et effectivement, quand j'ai vu le producteur, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. D'accord, ok. Mais t'avais quel âge quand tu t'es dit, non, finalement, c'est pas face caméra. En tout cas, c'est pas dans l'équipe image que je veux être, mais
plus haut sur la chaîne en production? Alors, je pense que c'est dans la vingtaine. Après, ça arrive un peu plus tôt parce que j'ai fait un petit détour qui, je pense, a façonné mon amour aussi pour l'international. Alors, moi, je viens d'une famille très multiculturelle entre le Moyen-Orient et les Carpates. Voilà, donc du coup, j'avais déjà ça. J'ai des parents qui travaillaient dans l'aérien, donc voilà, oui, les voyages étaient tout le temps, constamment. Du coup, le monde était voilà. quand même accessible dans ton imaginaire. Complètement, ouais. Voilà. Et puis, en fait, à 15 ans, j'ai fait un stage de lycée et j'ai eu la chance de faire mon stage au Théâtre du Soleil dans la troupe d'Ariane Mouchkine. Voilà, c'est une troupe multiculturelle avec je pense, plus de 50 nationalités. Ouais. Et j'ai fait mon stage au lycée et je ne voulais absolument plus partir. Voilà. Je comprends. Donc, j'étais... je comprends. Bien que j'étais bonne élève, mais je ne voulais plus retourner au lycée. J'étais en larmes et Ariane m'a dit, t'as qu'à venir nous aider le week-end. Et donc, du coup, tout mon lycée, je passais tous mes week-ends au Théâtre du Soleil. Et super. Donc, du coup, j'étais au costume, un coup à l'administratif, un coup à la billetterie, un coup au décor. C'est une troupe où tout le monde fait tout. Oui. Voilà. Et donc, j'ai appris évidemment plein de choses. Et déjà là, et après, ça a été mon boulot pendant mes études, en fait. Je venais travailler là tout le temps. Donc, j'ai suivi plusieurs spectacles, plusieurs montages. Je faisais des captations. Voilà. Donc, c'était extrêmement riche. Et déjà, à ce moment-là, je m'étais dit, je préfère le back-office, en fait. L'organisation. Voilà, plus que la mise en scène et donc la réalisation. Et puis, en parallèle, je faisais des études de cinéma et de théâtre. Et donc, du coup, j'ai été rapidement sur des tournages. Et là, ça s'est confirmé. Oui, voilà. D'accord, ok. Super. Voilà, clairement. Et alors, comment tu as fait ce pas de côté, du coup, pour aller vers la production ? Ce pas de côté. En fait, j'ai un peu mené les deux en parallèle. C'est-à-dire que je travaillais déjà sur des courts-métrages, je travaillais aussi sur des pubs en régie. Donc, du coup, c'était un petit peu en parallèle. Voilà, c'était les deux. J'avais une passion commune. J'ai un peu hésité parce que j'ai toujours un amour incroyable pour le théâtre, parce que c'est le live, parce que ça se passe maintenant, et puis parce que cette troupe était juste exceptionnelle. Voilà, ça parlait plein de langues, il y avait plein de cultures. On était il y avait des gens de tous les continents. Donc ça, je pense que ça a clairement forgé mon amour pour ça. J'avais besoin d'être entourée de diverses langues, de divers regards, de différentes façons de penser. Exactement, voilà. Et puis en fait, c'est venu, je pense, d'un autre. J'ai fait une école de cinéma en Espagne et j'ai fait un stage. En production, voilà, avec une productrice qui est la femme de Michel Deville, qui est disparue, Rosalinde Deville, qui est une sorte de mentor aussi. Enfin voilà, c'est deux grandes femmes qui m'ont marquée. Et chez Rosalinde Deville, je me suis retrouvée en tête à tête quasiment avec Rosalinde et la directrice de production qui était là-bas, qui était Nathalie Geoffroy, voilà, et qui, elle, était la femme de ce qui sera mon futur patron, voilà. D'accord. Okay. Mais j'ai tout appris avec elle, et là, j'ai adoré, voilà. Enfin, là, je me suis dit, je suis vraiment à ma place sur la production. C'était vraiment ça qui me plaisait le plus, voilà. Ok. Et du coup, tu t'es formée avec eux vraiment à la production. C'est à ce moment-là. Tout à fait. Voilà. Là, je faisais donc, je terminais un master en production. Et donc, c'était mon stage. Et ensuite, j'ai travaillé pour cette société. Et effectivement, là, j'avais accès au tournage et j'avais accès à tout ce qui était financement. Puis, Rosalinde Deville était quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Voilà, c'était une femme aussi de poigne qui ne se laissait pas faire, avec un vrai sentiment de liberté, d'indépendance. Et ça, je crois que déjà, elles avaient mis la graine de ça et d'ouverture. Je pense qu'elles avaient quand même une ouverture sur le monde qui était assez incroyable. Donc, tu as commencé en assistante un petit peu? Tout à fait. Voilà, j'ai commencé en assistante de production. D'accord. Et puis, grâce à Rosalinde Deville, j'ai pu partir aux États-Unis, faire un stage au sein de Unifrance à New York. D'accord. Voilà, parce qu'elle sentait bien que j'avais très, très envie d'international. Et donc, je suis repartie faire une deuxième partie en Espagne, donc dans l'école que je devais faire. Et puis, elle m'a dit, tiens, si tu veux, ce serait peut-être pas mal que tu ailles faire un tour aux États-Unis. Voilà. Et donc, du coup, je suis partie faire la suite, voilà, de mon stage de fin d'études aux États-Unis. Aux États-Unis. Et alors, comment ça s'est passé là-bas? C'était pas trop impressionnant parce qu'on est encore tout jeune et tout. Enfin, c'est quand même. Ah non, franchement, c'était génial. Ouais. C'était génial. En plus, à l'époque, Unifrance avait des bureaux complètement dingues. Donc, on était sur Madison Avenue. Il y avait des moyens
complètement délirant. Voilà. Bon, ils t'ont mis bien, comme on dit. Voilà, ils m'ont mis super bien. Alors, il y avait beaucoup de stagiaires. Je sais pas trop exactement ce qu'on faisait, si c'était très utile. Mais en tout cas, pour nous, c'était assez formidable. On s'occupait de pas mal de choses, des distributeurs américains, de leur montrer les films français. On s'occupait aussi des personnalités qui arrivaient. Donc, je me souviens que je me suis retrouvée un soir à organiser une soirée pour Paul Auster et Patrice Chéreau. D'accord, donc c'était pas mal. Ouais. Ok. C'était vraiment faire le pont, finalement, entre les produits français et le territoire américain. C'est ça, exactement. C'était l'agence de promotion du cinéma français aux États-Unis. Voilà. Et ça a duré combien de temps, ce premier stage aux États-Unis ? Je suis restée pas mal de temps, parce que je suis restée presque un an. Ah, quand même, voilà. Hein. Ah oui. Ouais. C'est bien, hein. Donc, c'était une chouette expérience. Ouais, c'est super. Tu reviens après ces 1 an, là, ça y est, t'es mordu de prod. Voilà, oui, complètement. De toute façon, j'étais complètement là-dedans. Et puis, ah oui, en fait, je suis partie aux États-Unis parce que je n'avais pas décroché en fait le poste chez le mari d'une des dames qui m'a formée, qui était producteur. Et j'avais pas eu le poste parce qu'ils avaient choisi quelqu'un de plus expérimenté. D'accord. Et puis en fait, je suis revenue et là, il m'a rappelé en me disant, on s'est trompé. Finalement, ça n'a pas marché. Est-ce que tu veux bien venir ? Voilà. Et donc, je suis arrivée. Et là, ça a été vraiment la plongée dans la copro internationale directe, parce que j'ai travaillé avec plusieurs producteurs. C'était une société qui s'appelait ADR Productions. C'était une société très, très chouette. Et là, j'ai été dans le département documentaire avec un producteur qui s'appelle Jacques Depps. D'accord. Et une autre productrice, Delphine Morel, et on faisait énormément de coproduction internationale. Jacques était franco-libanais, et là, je crois que ça a été la plongée directe dans la copro internationale. Mais là, t'étais en tant que productrice ? Là, j'étais chargée de production, et puis après, productrice exécutive. Okay. Voilà, donc de tous les films qu'il y avait en cours. Il y avait pas mal de films, on avait une vingtaine de documentaires par an, je crois, en cours à différents stades. Donc, on les accompagnait, et puis j'ai eu la chance d'être avec ces producteurs qui vraiment accompagnaient les auteurs, les réalisateurs. Ils adoraient ça, ils étaient eux-mêmes réalisateurs, donc ils avaient cette double casquette. Et là, j'étais vraiment sur le terrain du développement jusqu'à la vente, quoi. Okay. Je gérais absolument tout sur le département, et on n'avait que des coproductions internationales. Voilà. Ah ouais, donc c'est top. Donc c'était top, et à l'époque, il n'y avait pas tant de producteurs que ça, il y en avait, mais aujourd'hui, tout le monde se met un petit peu à l'international, parce que c'est une manière aussi de boucler le financement. À l'époque, pas franchement. Voilà, il y avait les producteurs, il y avait on va dire une vingtaine, trentaine de producteurs qui faisaient de la copro internationale. Et puis surtout sur le documentaire. Enfin, j'imagine que là, du coup, vous n'étiez pas si nombreux que ça à le faire à ce moment-là. Non, il y avait quelques sociétés qui étaient réputées pour, et nous, c'était presque l'ADN. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un film qui se faisait local, voilà, quasiment. C'était vraiment avec tous les pays du monde déjà. Et ça a été pour moi, j'ai pris complètement le goût de ça, de travailler avec des partenaires internationaux, travailler avec le Canada, avec l'Asie, avec beaucoup le Moyen-Orient. Qui me suivra par la suite, et puis aussi l'Amérique du Sud, enfin à peu près tout l'Europe évidemment, la Scandinavie, voilà, donc là ça a été complètement la révélation pour moi de cette façon de travailler et de toujours s'adapter à un autre partenaire. Voilà. Oui, donc là c'était vraiment... Toi, tu chapeautais vraiment des productions de documentaires à l'international du début à la fin, donc de la fin de développement jusqu'à la diffusion. On était même jusqu'au début du développement. Il fallait tout, on faisait tout. C'était une petite structure et on reprenait les dossiers. Il fallait les remettre parfois, diriger un peu l'écriture. Ouais. Et puis il y avait toute la mise en place effectivement de la production. C'était des films à la fois pour le cinéma et à la fois pour la télévision. Des séries parfois aussi. Et on faisait tout de A à Z. Voilà. D'accord. Donc dont la négociation avec la distribution, les ventes. C'était vraiment. On était une petite équipe. Donc voilà, il y avait tous les aspects de recherche aussi, de sujets extrêmement variés. Et ça a été... ah oui, on ne s'ennuie pas, vraiment, c'est sûr. Voilà. C'est toujours différent à chaque projet. Et alors du coup, sur quel projet tu étais vraiment la plus fière de toi sur cette époque-là, où tu te dis, je suis content d'avoir réussi, où il y avait vraiment un challenge réussi ? Réussi, je pense que...
Alors, ça, c'est une très, très bonne question. La réussite et la non-réussite. Alors, la production, c'est effectivement... Je ne sais pas si on peut parler de réussite ou en creux de non-réussite. Oui, la production, c'est beaucoup de refus. C'est gérer beaucoup de refus, c'est presque la norme. Et donc, je dirais... Et gérer beaucoup de problèmes aussi. C'est quand même tout le temps ça. Alors, surtout quand on est à l'international, avec des équipes qui voyagent, avec des matériels qui voyagent. On peut commencer par l'autre côté. Alors, quel a été le projet ou le dossier le plus challengeant, le plus difficile, mais bon. Alors, il y en a quand même eu pas mal. Alors, celui, c'est certainement le premier sur lequel j'ai travaillé. C'était un film de Jean-Christophe Claude sur le génocide du Rwanda. D'accord. Et c'est vrai que celui-là, je l'ai suivi quasiment du début jusqu'à la fin. Et encore non, parce que le développement a été extrêmement long. Ça avait pris plus de 7 ans, je crois. Voilà. Et c'était effectivement un sacré challenge, voilà, d'arriver à mener. Aussi par le financement, parce qu'on avait démarré avec une tout petit diffuseur local, et puis on a fini à la semaine de la critique. D'accord. Donc, avec Arte, qui est venu aussi. Donc, c'était un sacré... c'était et une comment tu as fait pour te faire le réseau, justement, pour aller chercher les aides un peu à droite à gauche pour toutes ces productions? Est-ce que tu étais accompagnée par la société qui t'avait accueillie, ou est-ce que tu y allais un peu toute seule, toi Non, là, effectivement, il y avait la société qui était déjà installée, les producteurs, mais cela dit, il fallait être extrêmement créatif, parce qu'on avait justement alors, on avait souvent un diffuseur français. Ouais. C'était quand même plus simple à l'époque, quand même, je pense, de financer. Les montants n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, on avait quand même un terrain un peu balisé, mais bon, il fallait quand même monter des aides. Ouais. On avait les aides européennes, les aides médias, les aides au rimage, et puis on allait chercher les montages locaux. Voilà, c'est-à-dire que c'est surtout ça qu'il fallait renforcer. Alors, pour le coup, l'exemple du film de Jean-Christophe Claude, c'était pas le meilleur, parce que c'était pas, si mes souvenirs sont bons, c'était pas un film en coproduction pour le coup, celui-là. D'accord. Mais on était effectivement sur un tournage au Rwanda à une époque où on parlait pas beaucoup du génocide du Rwanda, donc c'est un film qui m'a marqué. Voilà. Après, il y avait d'autres coproductions, voilà, qu'il fallait mener à l'époque avec la Russie, avec la Scandinavie, avec la Finlande, avec le Liban, beaucoup. Ça c'était assez challengeant, parce que quand on démarre, et puis on doit non seulement maîtriser son travail sur son propre territoire, et puis comprendre comment l'autre travaille, arriver à comprendre quels sont les enjeux aussi sur le pays avec lequel on travaille. Et donc tout ça, ça a été fondateur pour moi, en tout cas. Ça t'a permis de comprendre toutes les pluralités de production, finalement. C'est ça, voilà. Quels étaient les enjeux des partenaires à l'étranger, quelles étaient leurs réalités aussi, on y reviendra certainement. Oui. Et je pense que peut-être la réussite, c'est je pense d'avoir embrassé ça. C'est-à-dire que ça m'a tout de suite énormément plu. Et je savais que parfois il fallait lâcher, lâcher prise. C'est-à-dire que parfois on maîtrise plus rien du tout. Ouais. Voilà, ça se passe dans un autre pays avec d'autres règles. C'est un autre producteur qui doit gérer une autre partie. Et puis on doit se fondre un petit peu là-dedans. Et ça m'a tout de suite charmée. Plus je trouvais qu'il y avait une diversité aussi de regards, une diversité de façons de faire qui me plaisait, même si parfois elles étaient compliquées, parce que les temps sont pas les mêmes. Les façons même d'envoyer un mail sont pas les mêmes. Oui. Et moi, ça m'amusait beaucoup. Oui, parce qu'il y a un côté, j'ai l'impression que ce qui te plaît, c'est le fait, toi, de devoir t'adapter à finalement une autre manière de collaborer avec l'humain, finalement. Tout à fait. Parce que comme il vient d'un autre pays ou d'une autre culture, tu es obligé à chaque fois de comprendre un petit peu sa manière de penser, d'appréhender la réalité pour justement proposer la bonne collaboration. C'est un peu ça, quoi. Exactement. Mais ça, c'est ce qui vraiment me plaît le plus. C'est aujourd'hui un peu le cœur de mon accompagnement. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant. C'est vraiment, le cœur de mon métier. C'est la compréhension, entre les pays et entre les personnes. C'est un sacré challenge dans le monde actuel. Mais plus spécifiquement, c'est ce que j'appelle aujourd'hui la sensibilisation culturelle, et c'est vraiment au cœur de mon travail et de mes accompagnements, et d'une certaine manière une forme de militantisme, en fait, parce que c'est au-delà de la capacité à comprendre, c'est vraiment envisager l'autre, la réalité de l'autre. Et très souvent on est juste dans notre petite perception de notre réalité, et pour travailler à l'international, on a tous des biais, c'est normal, on a tous des biais, des jugements, on a beaucoup d'a priori.
priori. Et évidemment, quand on travaille avec les pays étrangers, concrètement, on va avoir des a priori de départ qui parfois sont justes. C'est vrai, culturellement, on a des grandes lignes, on va dire, sur lesquelles on est. Les Allemands sont très carrés et à l'heure. Les Latins ont tendance à être en retard. Voilà, donc on a... Comment ça Voilà, on a ces grandes lignes-là, mais la sensibilisation culturelle, la façon d'envisager la réalité de l'autre, de tout d'un coup mettre en perspective. Alors, c'est quelque chose qui se travaille. Il faut une aptitude naturelle, je pense. Il faut aimer ça. Toi, c'est parce que ça demande du temps. Donc, comment tu faisais pour justement prendre ce temps d'appréhension et de compréhension de l'autre dans sa culture, dans sa manière de penser? Alors, je pense que pour le coup, j'avais quand même une bonne formation avec le théâtre. Exactement. Oui, c'est clair. Avec le théâtre, très clairement, j'avais une bonne formation parce qu'on travaillait beaucoup sur cet aspect-là. C'est un théâtre qui s'inspire aussi de culture orientale, de culture indienne, asiatique, etc. Donc, j'étais déjà habituée à faire des recherches. Oui. Et je pense que ça, c'est quand même c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on peut pas travailler avec un pays sans rien savoir de ce pays-là. Et il y a beaucoup de choses à appréhender. Ouais. C'est-à-dire qu'un autre pays, c'est une autre culture, mais c'est une autre histoire, c'est un autre régime politique, un autre régime juridique, des autres croyances. La croyance, c'est quelque chose qui est compliqué pour nous, parce qu'on voit les choses comme on a l'habitude de les voir dans notre réalité. Et souvent, c'est une autre appréhension du temps, une autre appréhension de la vie, une autre appréhension de la mort, une autre appréhension de la structure sociale, de la structure familiale. Et donc, il faut quand même apprendre et se renseigner sur la culture du pays avec lequel on travaille, les traditions. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Oui, je comprends. C'est important que tu le dises parce que c'est pas que finalement maîtriser des langues étrangères, par exemple, j'ai envie de dire, ou aimer voyager, ça suffit pas. Il faut avoir cette curiosité sincère et même profonde de l'autre, de vraiment essayer de profondément comprendre son système de pensée. Et finalement, c'est rigolo parce que quand on t'écoute, on voit clairement que toi, tu as ce muscle en plus dans ton esprit qui fait que, pouf, tu as cette capacité à ouvrir tout de suite cette zone de ton esprit pour t'adapter à la compréhension du monde de l'autre pour justement mieux proposer les bons accords, les bons deals, etc. quoi. Mais ça, c'est... Enfin là, moi, je vois qu'il est super musclé maintenant. Mais du coup, au tout début de ta carrière sur ces premiers documentaires à l'international, à mon avis, j'imagine que tu as dû te heurter parfois à des incompréhensions. Comment tu les appréhendais? Comment tu les analysais pour justement continuer à muscler cette capacité que tu as? Je crois qu'au début, ça se fait par expérience sur le terrain. Ouais. C'est-à-dire que déjà, effectivement, je dis, il y a une aptitude. Moi, j'ai vu des producteurs qui vraiment ne supportaient pas ça. C'est-à-dire que travailler différemment que de leur méthode et leur façon de faire du 5e, 6e arrondissement parisien, c'était pas possible. Ils n'imaginent pas. Donc là, il faut arrêter. Voilà, faut même pas essayer. Mais moi, j'avais effectivement cette aptitude, cette curiosité de découvrir, d'aller chercher aussi l'information, d'essayer, comme tu dis, de comprendre et parfois de pas comprendre. Oui. Parfois, on ne comprend pas. C'est-à-dire que et d'accepter qu'on ne comprenne pas, que ce n'est pas notre façon de penser, d'agir, de penser, de faire, d'envisager le monde. Oui. Et en même temps, d'accepter ça et de le respecter et de se dire, qu'est-ce qui va m'enrichir d'aller regarder un peu différemment, voilà. Ouais. Et là, ça a commencé à vraiment m'amuser, même s'il y avait des choses parfois compliquées. Parfois, c'est souvent des conflits. Moi, je pense que c'est la clé quand même de la coproduction. Enfin, quand on a envie de travailler à l'international, et dans la plupart des conflits que j'ai pu voir, expérimenter ou accompagner, il y avait toujours cet aspect-là. C'est-à-dire, il y a toujours cet aspect où je n'ai pas pris en compte la réalité de l'autre. Oui, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Dans quel environnement il évolue vraiment. Voilà, dans quel environnement il évolue. Et donc, pourquoi Donc, tu as fait de la médiation aussi dans ces cas-là? Évidemment, ça m'est arrivé. Et puis, je pense que j'ai été vers le conseil parce que j'ai pu expérimenter des choses. Voilà. J'ai pu expérimenter des conflits, parfois drôles, parfois amusants. Des fois, c'est vraiment des conflits culturels qui tiennent à un mail. Prenons, par exemple, les anglo-saxons qui sont nos voisins les plus près. Prenons l'Angleterre. C'est vrai que nous, on a tendance à écrire des tartines de mails. Cher machin, est-ce que tu aurais l'obligeance ou la gentillesse de bien vouloir, s'il te plaît, m'envoyer la page 3, alors qu'on est dans le travail, eux vont
démarrer le mail de la journée sans bonjour, bonsoir, en disant j'ai besoin de la page 3. Ouais, voilà. Et il n'y a rien de mal. Et nous, on va mal le prendre. Il n'a Oui. pas dit bonjour, il n'a pas dit merci, il n'a pas dit cordialement, il n'a pas dit... D'accord. Ah ouais, c'est Voilà. un bon exemple. C'est juste l'exemple avec... souvent, les conflits avec nos voisins très proches sont déjà là. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Après, ça se complique, effectivement, plus on va loin. Mais ça peut être juste ça. Ça peut être d'envisager ça. C'est vrai que nous, on a un affect incroyable avec le travail en France. Hein. Oui, c'est vrai. On met énormément d'affect dans nos relations de travail, alors que les anglo-saxons n'ont aucun affect. Enfin, je veux dire, voilà, ils travaillent, ils font disent la un part, truc, ils font la part des choses, et beaucoup de pays n'ont pas cet affect-là. Et d'autres l'ont différemment. Mmh. Voilà. Donc, et ça, je crois qu'il y a quelque chose qui m'a profondément plu, qui m'a amusée, en fait. Moi, ça m'a amusée de passer de médiation, ça. Tu vois, de traduction, finalement, de médiation et de traduction pour qu'on trouve un terrain d'entente. Il est venu naturellement ou est-ce qu'à un moment, il y a eu un problème sur un projet, une production, et on a pensé à toi en disant « Attends, peut-être que Jennifer, elle peut nous aider » Alors, il y en a eu pas mal, effectivement. Il y en a pas mal qui m'appellent parce qu'ils ont des problématiques. Et souvent, alors moi, ce qui m'amuse, c'est d'arriver à résoudre. C'est comme une énigme, en fait, de me dire, tiens, d'où ça vient? D'où est le problème? Après, souvent, il y a une implémentation qui n'est pas là, parce que souvent, on est dans le rush. D'ailleurs, la production, on est tout le temps dans le rush. On est tout le temps pris par le temps. Ce qui est paradoxal, parce qu'on veut toujours aller vite et au final, il y a 7 ans de développement, 3 ans de fabrication. Voilà. C'est paradoxal et très souvent, effectivement, on ne prend pas le temps d'implémenter la relation, d'implémenter les choses. Et quand je dis la relation, attention, parce que moi, j'en avais un peu marre, en fait, d'entendre que la coproduction, et je l'entends partout. C'est-à-dire que dès que je dis aux gens, pouvez-vous m'expliquer ce que c'est que la coproduction internationale? Ils démarrent par, c'est une histoire de relations humaines. Oui, alors... c'est vrai. Voilà. C'est vrai, on dit ça. Alors oui, complètement. Je suis absolument d'accord, mais sauf que non. C'est-à-dire que c'est travailler ensemble entre deux pays. C'est implémenter des choses, c'est-à-dire que on rentre dans le cadre quand même d'une relation internationale, une relation de travail international, voire de commerce international, parce qu'on va partager à la fois la propriété d'un film et puis le financement et puis le cadre juridique et puis les revenus d'un film. Donc oui, on est dans du droit commercial avec des cadres légaux qui ne sont pas les mêmes. Donc c'est très complexe. Donc évidemment, il y a cette partie culturelle et cette partie de relations humaines, mais il faut qu'elle s'implémente concrètement aussi dans le travail. Dans un cadre juridique, administratif et financier sain pour les deux parties, quoi. Ou toutes les parties quand il y en a plusieurs. Exactement. Et ça demande du travail, ça demande du temps, c'est pour ça que je dis il y a l'aptitude naturelle, il y a la relation, évidemment. On ne va pas aller travailler avec quelqu'un avec qui vraiment il y a une antipathie, encore que parfois les bons partenaires ne sont pas forcément les plus souriants et les plus sympathiques. Oui, c'est vrai. Voilà, on peut avoir un très très bon partenaire qui est un peu rigide, mais qui va fiable, accompagner, sérieux. qui est super fiable. Voilà. Mais ça se sent par justement l'implémentation du travail et donc la prise en compte de la réalité de l'autre, c'est-à-dire arriver à comprendre, arriver à poser des questions. Et moi, je pense que c'est sur le terrain que c'est arrivé, en me disant, mais comment ça se fait que ce producteur n'arrive pas à m'expliquer telle chose. Pourquoi est-ce qu'il a telle difficulté? Vous avez par exemple des producteurs basés dans certaines régions où tout simplement la circulation, les routes font que les temps sont décuplés. Le sens de l'urgence est pas le même. Je me souviens par exemple d'un tournage en Arménie. On tournait dans une ville qui avait été ravagée par le tremblement de terre et pas reconstruite 20 ans plus tard. Le sens de l'urgence, quand on leur dit il nous faut ça pour demain, ça fait 20 ans qu'ils attendent l'eau courante. Donc votre sens de l'urgence, c'est pas le même. Hein. Voilà. Complètement. Donc, du coup, une fois que vous avez compris ça, comment on va travailler là-dessus? Comment on va travailler pour faire comprendre les choses? Voilà. Pour faire comprendre qu'on a des urgences, qu'il va falloir mettre ça en place. Finalement, les choses arrivent. Voilà. Oui. C'est juste qu'il faut lâcher aussi, d'une certaine manière, notre façon d'exiger, notre façon de faire les choses. Et ça, c'est à tous les niveaux. Et quand tu parlais du cadre légal, ça, c'est la même chose. On n'a pas tous le même régime juridique. Nous, on a un régime écrit, on a un code civil. Vous avez des pays où c'est plutôt une loi orale, une loi religieuse, une loi coutumière. Et donc, du coup, voilà. Il faut intégrer ces paramètres-là aussi dans la copro, quoi. Ok. Voilà. Non, mais c'est dingue parce que, moi, je trouve ça génial parce que finalement, tu t'ennuies jamais. Enfin, tu dois te réadapter à chaque projet parce que déjà, c'est jamais la même chose, ne serait-ce que dans la nature même du projet et du porteur du projet. Et en plus, avec tous les partenaires internationaux qu'on peut soulever sur ce projet-là. Donc, chapeau parce que ça demande quand même une patience et une vraie curiosité sincère pour l'autre.
et une capacité à faire les bons compromis. En tout cas, à réfléchir aux bonnes solutions, au-delà de faire des compromis. Et est-ce qu'il y a eu une fois où finalement c'était un peu trop dur et tu t'es dit stop, j'arrête sur ce projet, ou là je suis allée au bout de ce que je pouvais proposer et ça marche pas, tant pis, je m'arrête Oui, alors je me suis pas arrêtée, parce qu'on ne veut plus. Mais effectivement, c'est quand il y a peut-être un peu trop. Je crois que j'ai été jusqu'à 10 pays de coproduction. Et là, 10 8 ou 10, énorme. Je crois. Mais là, ça devient un peu le cauchemar. C'est-à-dire là, d'arriver à faire que tout le monde s'entende, arriver à être en cohérence avec les obligations, parce qu'en fait, chaque pays arrive avec son financement et avec les obligations. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps, parce que quand on part sur un projet, on a envie qu'il se fasse. Donc, on va chercher des partenaires, et puis on se dit, c'est génial, tel partenaire peut m'amener telle chose. Et puis, on oublie la contrepartie que ça demande. Et c'est là souvent où c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé la contrepartie. Et la contrepartie, elle n'est pas forcément en cohérence avec ce qu'on a l'habitude de faire. Elle va demander à lâcher justement le contrôle sur quelque chose, c'est-à-dire à déléguer, à savoir déléguer à la partie qui va fabriquer. Et là, quand il y a trop de partenaires, c'est vrai que ça devient, déjà au-delà de 3 partenaires, ça devient quand même assez costaud à gérer. Et là, c'était vraiment compliqué. Voilà. 10, donc ça ça me paraît peut devenir, énorme. ça peut. Ça me paraît. Oui, il y a des lignes de financement partout. Voilà, le plan de financement, il est. On se dit que sur 10, il y a quasiment 3 ans de stratégie de production à mettre en place avant de commencer vraiment la prépa du projet. Oui, puis alors souvent ça n'a pas du tout été mis en place. Ça a été fait hyper rapidement et donc du coup après il faut récupérer les choses. Donc ça, c'est vrai que ça peut parfois être un petit peu cauchemardesque parce qu'il faut gérer effectivement là pour le coup les sensibilités de tout le monde, la façon de voir les choses de chaque territoire, la capacité à faire, à fournir. C'est pas simple, mais ça reste quand même quelque chose stimulant, que je trouve tout à fait stimulant. Et enrichissant, parce que finalement, à chaque fois, ça t'oblige à créer des solutions de partenariat, des solutions de production. Je rebondis sur ce que tu as dit pour les gens qui ne comprennent pas vraiment cette notion d'obligation. Effectivement, quand on va chercher des financements, on doit après redépenser la somme qu'on a soulevée, voire un peu plus. Donc, généralement, on dépense 150, 250%. Enfin, tu me dis si je me trompe. Et du coup, il faut justifier après cette dépense pour justement générer cette économie qui permet de re-remplir les caisses, qui permettent de financer d'autres développements. Voilà. Donc la logique est saine, elle est bonne, mais c'est vrai que souvent en production, les erreurs qui arrivent, c'est qu'on va aller chercher des financements et on n'a pas anticipé avant avec l'équipe de création et son équipe de production comment on va justement économiquement renvoyer l'ascenseur sur le projet qu'on est en train de développer. Et c'est là où on peut créer des problématiques d'aboutissement, je dirais, de bonnes garanties, même purement financières, sur les productions dont on a la charge. Donc je précise parce que tout le monde n'a pas conscience de ce que sont ces obligations-là, en fait. C'est tout à fait ça. Et puis, on a aussi des obligations souvent d'embauche sur des postes stratégiques. Voilà, il y a des obligations d'embauche et des obligations de dépenses sur place dans les pays. Et donc, du coup, il faut mixer les équipes. Et ça, c'est pas non plus quelque chose de très simple. Parce qu'il y a toute cette historique aussi de relations parfois, relations qu'on peut appeler nord-sud. Non, mais c'est vrai. ou avec l'Occident qui est parfois pas simple, où il y a des biais, des préjugés, des a priori qui se mettent en place de part et d'autre d'ailleurs. Et c'est ça qu'il faut anticiper, mettre en place. Et souvent, c'est quelque chose qu'on oublie, qu'on met aussi sous le tapis. C'est-à-dire des relations parfois calamiteuses entre les pays, ou historiques, difficiles ou douloureuses, et qu'on a tendance à mettre sous le tapis au lieu d'en parler, au lieu de faire une espèce de protocole culturel. Maintenant, on en parle de plus en plus, mais c'est important. C'est-à-dire que c'est important d'expliquer comment on agit dans certaines zones et comment et à quel point c'est différent. Et donc, former les équipes, ça fait aussi partie des choses, parce qu'on n'a pas les mêmes urgences partout. Nous, on a des obligations aujourd'hui, et c'est tant mieux. Partout, c'est pas pareil, et la capacité de le faire est pas pareil partout. Voilà, nous, on a ce qu'on appelle la compliance en Europe et en France, c'est-à-dire se conformer à des règles. Et parfois, bizarrement, on trouve que se conformer aux règles des autres, c'est pas nécessaire. Mais les autres ne les ont pas forcément dans la loi, mais ils peuvent les avoir dans la tradition. Voilà. Et ça, c'est important. Et donc, de mettre des protocoles, on y travaille maintenant. Ça y est, on commence à parler de ce qu'on appelle les coproductions équitables, qui en fait sont des coproductions normales. C'est juste normaliser la relation de travail. C'est cadré plus précisément
Voilà. Comment on travaille ensemble. Comment on travaille ensemble. Mais ça fait partie, effectivement, de respecter un protocole. Par exemple, vous avez des pays dans lesquels, effectivement, refuser le café du matin et les gâteaux faits par les tantes et les grands-mères, c'est vraiment un affront. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, la journée se passera pas bien après. La journée de tournage va pas se passer bien. Or, si vous prenez ce café, vous perdez. Alors, effectivement, l'équipe occidentale, elle a l'impression de perdre une demi-heure à la mise en place. Mais au final, vous allez la gagner après. Alors que sinon, vous allez heurter tout le monde. Bon, je parle de ça, mais ça peut être effectivement... Mais c'est un bon exemple parce que c'est le respect des coutumes et finalement, comment l'autre appréhende sa manière d'entrer dans le travail. C'est-à-dire, on va travailler ensemble. Voilà comment... quel est mon process, moi, pour commencer à travailler? Voilà, c'est ça, le process de travail et puis la façon de faire, la façon de se parler. Il y a effectivement des cultures dans lesquelles le conflit n'est pas envisageable non plus. C'est-à-dire crier contre quelqu'un, ça n'est pas envisageable. Hein. Voilà. Tu penses à qui, là? je pense à l'Asie, par exemple. Oui, c'est vrai que faire perdre la face à quelqu'un, c'est l'humilier. Donc, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas comme ça débarquer et se dire moi, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Donc, pour que ça avance, j'ai besoin de crier sur les équipes. Donc, je vais crier sur les équipes. Mais en fait, il n'y a rien qui avancera. Et ça, c'est absolument contre-productif. Donc, tout ça, ça paraît logique quand on le dit, mais sauf que c'est souvent pas du tout implanté. Parce que en fait, c'est pas anticipé dans, je dirais, la stratégie de production. Finalement, il y a ce temps qui manque d'anticipation de comment on va travailler en coproduction sur ce projet-là, avec ce réalisateur, cette réalisatrice-là, avec ces productions-là, etc. Et en fait, c'est ce temps de stratégie en fait, qu'il faut sécuriser quand on rentre dans une logique de coproduction. Tout à fait. En fait, c'est un temps de travail qui est absolument nécessaire. Et dès le début, c'est-à-dire l'implémentation, parce que c'est justement ça, c'est-à-dire savoir dans quel cadre juridique on s'inscrit. On a souvent ce qu'on appelle des traités internationaux qui encadrent les rapports de coproduction, qu'on travaille sur une série, qu'on travaille sur un long métrage, qu'on travaille sur un documentaire, une animation, quelle que soit l'œuvre sur laquelle vous travaillez, vous avez une implémentation légale qui impose des obligations, des répartitions. Et tout ça, ça va avoir une répercussion sur la fabrication et une répercussion sur les décisions artistiques aussi. Ouais. Et souvent, c'est vrai que on ne le prend pas forcément en compte parce qu'on est au niveau du contrat, donc on va vite mettre en place un contrat. Souvent, on a du mal aussi à mettre en place ce contrat parce qu'on a l'impression qu'on va signer et donc que c'est gravé dans le marbre, alors que c'est tout simplement une relation de travail. Donc, c'est flexible, c'est fluctuant, ça évolue, ça se renégocie. On peut s'asseoir à une table et se dire on va rouvrir une négociation. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on n'avancerait pas. Enfin, ça peut être aussi gênant pour les projets et pour les parties impliquées sur le projet. Tout à fait. Et puis, c'est aussi sur cette notion de négociation qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et quand je parlais d'affect, c'est vrai que nous, on met beaucoup d'affect. Vous avez des cultures qui en mettent moins, d'autres qui en mettent encore plus, où un problème ne se règle pas avec l'avocat. Un problème, ça se règle autour d'un bon dîner. Voilà. Oui, c'est vrai. Et donc, vous pouvez lancer tous les avocats que vous voulez. Ça ne débloquera jamais la situation parce que l'écrit n'a pas une valeur aussi importante que Mais ça, tu l'as découvert la nôtre. Alors, en faisant. Enfin, en faisant, on peut bien pas, sûr. C'est écrit nulle part, tu vois, que quand on travaille avec, je schématise, quand on travaille avec tel pays, si on sent que ça va pas, il faut plus proposer un verre que d'appeler l'assistant ou je sais pas quoi. Enfin, complètement, mais ça effectivement. Donc c'est toi, à force d'essayer, comment tu as découvert ça? C'est à force d'essayer de trouver des solutions. Dès que ça marchait pas, tu cherchais autre chose et puis jusqu'à trouver finalement le truc qui débloque. Je pense, oui, alors, il y en a où on sait quand même. Oui. On sait, par exemple... Oui, parce que tu as ce travail en amont d'enquête des pratiques locales. Il faut se renseigner. On a en plus, en France, on a la chance, on a quand même plein de bibliothèques ouvertes, on a des instituts français, on a le ministère des Affaires étrangères, on a Google, tout simplement. Donc, il faut utiliser les moteurs de recherche. Il faut regarder comment fonctionne un pays. Et donc ça... alors, moi, je me suis formée aussi au fur et à mesure. Effectivement, ça, c'est quelque chose peut-être un peu anglo-saxon, mais j'ai cumulé les formations aussi à chaque fois que j'en avais besoin, justement, de me dire, je me suis formée en droit international, en droit international, mais c'est fondamental d'arriver à appréhender le pays ou la zone avec laquelle on va travailler. Par exemple, on sait très bien que les anglo-saxons, effectivement, quand on travaille avec les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Angleterre, on sait que ils ont une appréhension du phénomène, enfin, en tout cas, de tout ce qui est juridique,
qui est assez cadré. Donc là, voilà, ça, on le sait. On sait qu'il y a d'autres territoires où c'est moins le cas. Voilà. Alors, ça n'empêche pas de poser les questions. Et souvent, c'est aussi simple que ça, mais c'est de poser la question au partenaire avec lequel on travaille. C'est-à-dire de dire, mais au final, explique-moi comment tu fonctionnes. Voilà. Et souvent, c'est vrai qu'on n'ose pas le faire. On va imposer. On va pas prendre le temps de dire, mais comment est-ce que tu fonctionnes ? Voilà. Comment ça fonctionne dans ton pays ? Comment vous appréhendez les choses ? Quelles sont les zones de blocage ? Comment ça se passe ? Voilà. Et les temps aussi à chaque étape, parce que finalement, c'est pas la même chose aussi, j'imagine, dans leur manière d'appréhender la production. Et du coup, toi, tu as ton système, j'imagine, maintenant, qui est quand même sûr, que tu peux adapter selon les productions sur lesquelles on t'appelle. Le cadre de production idéal dans lequel tu aimerais être intégré, ça se passerait comment ? Tu vois, sur une production, un truc un peu ambitieux, aller une copro entre le Canada, les États-Unis, le Pérou, et on va dire, attends, au hasard, le Laos, tu vois, truc improbable. Ouais, mais non. Et là, j'ai un truc comme ça. Et toi, dans quel cadre, comment tu voudrais, l'idéal de l'intégration, de cette réflexion, les temps, tu vois, comment ça se schématiserait pour que les gens puissent comprendre un petit peu mieux Alors, grande question. Pour moi, il n'y a pas de recette et il n'y a pas de template. Parce que ça, c'est bien le problème. Et je pense que moi, j'ai voulu créer mon activité parce que justement, je ne comprenais pas cette façon de dire, voilà, il y a un modèle type. Il n'y a pas de modèle type. C'est vrai que chaque production a sa spécificité. Et donc, du coup, c'est tout le challenge de la coopération internationale, c'est d'intégrer cette spécificité. C'est-à-dire déjà de dire, voilà, alors on va travailler avec effectivement des territoires qui sont éloignés, qui sont extrêmement différents et qui ont des manières de travailler totalement différentes. Donc, il va falloir les prendre en compte. Déjà, effectivement, savoir sous quel régime juridique on se trouve. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des traités ? Est-ce qu'il n'y a pas de traités ? Est-ce qu'on va pouvoir justement activer les financements locaux ou pas ? Quelle va être la place de chacun ? Le rapport de force aussi de chacun ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est là, ce rapport de force ? Et souvent, le nier, c'est déjà une problématique. Ou faire un déni dessus. C'est-à-dire de dire, non, pas du tout. Le Laos va être exactement au même niveau que le Canada, par exemple. Je crois que tu as dit le Canada. Il y a peut-être un pays qui a déjà un rapport de force économique. Voilà. Donc ça, identifier déjà où sont les rapports de force, c'est important. Et puis après, prendre la spécificité. C'est-à-dire, qui a initié le projet ? Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, quel est le pays qui a initié le projet ? Il y a beaucoup de freins parce que, et c'est tout le travail, quand on travaille sur remettre de l'équité dans les rapports, il y a beaucoup de freins parce que justement, les régimes juridiques et les organismes nationaux n'ont pas tout à fait mis ça en place. Donc évidemment, il y a un rapport entre les pays qu'on appelle à grande capacité et les pays à faible capacité. Alors ça n'a rien à voir avec la géographie ni d'ailleurs l'apport culturel, intellectuel. C'est un rapport avec leur capacité d'amener des sources de financement et leur développement cinématographique et audiovisuel. Mais souvent, le nier, c'est-à-dire vouloir faire quelque chose qui est égalitaire, ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais c'est même pas possible parce qu'il suffit de prendre. J'essaye de simplifier pour que les gens qui n'ont pas notre expérience puissent comprendre quand même. Tu vois, c'est qu'on va prendre par exemple un dossier, un scénario, et on va faire un dépouillement dessus. Et c'est là où on peut commencer à se dire en pourcentage quelle partie peut être localisée pour déjà justifier des dépenses locales. Et si on ne peut pas sur la fabrication pure, ça peut être après sur la post-production, ça peut être sur des enjeux de traduction ou autre. Mais en fait, il faut imaginer sur, on va dire, l'ensemble des actions nécessaires à mettre en place pour fabriquer un produit, quel pourcentage et à quel moment on peut l'attribuer à tel ou tel pays selon ses capacités. C'est ça ? Pour que justement on puisse construire la bonne équipe de coproduction autour du projet. Voilà. Mais ça, ce dépouillement-là, par exemple, comment tu le fais ? Alors, est-ce que c'est toi qui le fais ou est-ce que... Parce que c'est le truc clé, mais finalement, qui le fait ? Ou comment tu arrives à avoir une vue déjà, là-dessus ? justement, parfois, les financements que tu vas aller chercher vont imposer ça. Et c'est là toute la problématique. C'est-à-dire, on va imposer de faire la post-production dans un certain pays.
Et est-ce envisageable ? Par exemple, très souvent, c'est la post-production. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, avec un projet d'Asie mineure avec un pays européen. Le pays européen imposait à ce que le monteur soit européen. Or, en fait, le monteur ne parlait absolument pas la langue du pays d'Asie mineure. Et puis, c'était complètement inenvisageable d'avoir soit le réalisateur qui était jamais sorti de son pays, là, pour le coup, en Asie mineure, venir faire le montage pendant 3 mois en Europe, ni le monteur partir pendant 3 mois faire le montage. Donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas du tout cohérentes. Donc il faut justement anticiper pour pouvoir trouver une solution à ça. Mais ça, c'est adaptable. Est-ce que toi, tu peux dire, sur ce point-là, on peut pas, parce que du coup, c'est un peu, on peut pas répondre à cette exigence. C'est adaptable dans une certaine mesure. C'est-à-dire que parfois, ça ne l'est pas, parce que vous avez des obligations. Alors, en plus, il y a plusieurs niveaux d'obligations. Il y a le niveau, justement, du cadre juridique. Il y a le niveau des financements. Voilà, eux-mêmes, parce que parfois, vous n'êtes pas du tout dans un cadre juridique, ce qu'on appelle officiel, mais néanmoins, vous avez des financements. Et chaque financement amène ses petites obligations. Donc, est-ce qu'elles sont compatibles ? Est-ce qu'on y arrive, en fait, à le mettre en place ? Et puis, parfois, il y a tout simplement quelque chose qui est de l'ordre de l'impossibilité parce qu'il y a une trop grande différence du coût de la vie. Je vais prendre un exemple, mais on avait travaillé, nous, sur un projet soudanais d'une réalisatrice incroyable qui avait passé 5-6 ans à prendre tout prendre en charge au Soudan, à faire son film seule. Elle avait, comme souvent dans les pays où justement il n'y a pas une industrie cinématographique extrêmement développée, elle avait la double casquette d'être réalisatrice et productrice. Et puis elle a voulu justement essayer d'avoir un diffuseur français et un financement français. Et en fait, on s'est retrouvé avec une aberration totale, c'est-à-dire que le diffuseur français nous demandait en gros de donner un espèce de pré-montage de séquences. Donc on en avait à peu près pour 3 semaines pour mettre en place vraiment quelque chose de solide pour qu'il puisse venir sur le projet. Et elle avait vraiment ce désir-là. Et puis, eh bien, nous, on a beaucoup aussi d'obligations. C'est-à-dire qu'effectivement, on a accès à plus de sources de financement, mais on a beaucoup de contraintes. Les contraintes, c'est le droit du travail, c'est les conventions collectives, etc. Et donc, on s'était retrouvés avec un montant, simplement le montant du salaire et des charges sociales du monteur sur 3 semaines, équivalait au budget total qu'elle avait dépensé pendant 5 ans. Donc, pour elle, c'était inimaginable. C'est-à-dire qu'elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas à concevoir ça et à dire, mais moi, j'ai pas pu payer mes équipes sur place. Et en fait, il y a une personne qui va avoir ce montant. Et nous, on ne pouvait pas déroger à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Donc là, il faut faire un choix. Nous, on a choisi de respecter son choix. C'est-à-dire qu'on a avancé, on a été quasiment jusqu'au bout. Et puis, en fait, pour elle, c'était trop difficile. Et elle nous a dit, je ne vais pas y arriver. Et nous, on a dit, OK, on recule, tant pis. On reste producteur associé sur ton film. On t'aide à trouver du financement ailleurs, moins contraignant. Mais le financement français était trop contraignant. Oui, je comprends. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est c'est un bon exemple. C'est un exemple et qui est souvent compliqué pour certains pays où effectivement, ils ont peu de sources de financement, donc ils prennent tout en charge et après valoriser l'apport qu'ils ont fait, qui est ce qu'on appelle un apport en industrie, c'est-à-dire qui n'est pas un apport numéraire, en argent. Et donc, du coup, comment valoriser ces apports-là ? Et ça, c'est un vrai sujet et qu'il va falloir commencer à traiter sérieusement. C'est-à-dire qu'ils aient une oui, parce que voix. si elle avait pu valoriser tout ce temps de travail et cet investissement, finalement, le pourcentage que valait le monteur de la part française aurait pu être plus digeste, moralement. Exactement. Voilà. Et Dieu sait si on avait quand même essayé de le faire. On avait essayé de faire en sorte qu'elle ait une part minimale du film, etc. Mais effectivement, concrètement, c'était difficile à faire. Donc ça, c'est un des challenges principaux qu'il y a dans les coproductions et dans l'exemple que tu me donnais sur des zones différentes. C'est ça. Voilà. Après, c'est la réalité concrète, finalement, de la valeur monétaire derrière le travail que va amener chaque pays. Exactement. Et alors, du coup, on fait un saut, parce que c'est une question que je me pose là, en disant, comme c'est à l'international et que tu as aussi cette capacité de médiation, finalement, tu pourrais presque travailler pour tous les pays, pas que pour la France, quoi. Donc, comment tu te rémunérais ? Comment tu vis ? Enfin, tu vois. Alors, c'était tout à fait variable selon les projets et selon les sociétés. J'ai toujours travaillé aussi beaucoup avec des producteurs qui étaient eux-mêmes binationaux, voire souvent
très souvent né à l'étranger. Voilà, moi j'ai démarré effectivement, démarré dans une ambiance multiculturelle et puis après j'ai travaillé avec un producteur libanais, un autre yéménite, une autre croate, polonaise. Donc voilà, j'ai toujours baigné là-dedans. Mais pour revenir au statut, en fait il y a 4 ans à peu près, je pense que c'était pendant le Covid. J'avais pas mal de gens qui m'appelaient en fait, voilà, qui m'appelaient sur l'international, sur les coproductions, sur leurs problématiques, sur les contrats, sur des petites résolutions de conflits aussi, et puis tout simplement sur parfois des questions d'implémentation, des questions de financement, voilà. Et donc du coup, comme à l'époque je travaillais que pour une société, j'arrivais pas à répondre à tout. Et moi j'avais envie d'aller vers différents projets, voilà. Bah oui. Et donc je me suis dit bon, je vais essayer d'ouvrir sur cette nouvelle activité. Donc du coup travailler sur plus de projets. Et donc ça a commencé comme ça. Voilà, ça a commencé avec les sollicitations autour de moi, et puis il y en a eu de plus en plus. Et puis après, j'ai commencé aussi à travailler avec les marchés de coproduction internationaux, avec des organismes aussi internationaux, de training professionnel européen, avec les institutions aussi européennes. Et effectivement, je pense que alors pour le coup, cette variété de projets, de changer tout le temps, ça m'a aussi beaucoup plu. On se lasse pas, c'est toujours différent finalement à chaque fois. Donc Voilà, on voit de différents montages, on voit différentes problématiques, et ça, je crois que c'est le cœur de ce que j'aime faire, c'est à toujours résoudre, essayer de trouver, essayer de trouver comment on peut mettre en place une solution, toujours être rivé sur l'aspect solution. Voilà. Oui. Et la partie plus financière, tu vois, gestion financière, enjeux financiers et tout, comment tu l'as acquise? Est-ce que tu t'es formée aussi là-dessus pour être plus, avoir l'œil finalement, de voir un petit peu où sont les pièges ou les loups, les montages financiers du coup? Oui. Alors, je l'ai aussi je l'avais dans ma formation un petit peu. Après, je l'ai acquise aussi sur place. Alors, c'est vrai que la Prodexé, on gère aussi beaucoup le budget. J'ai fait de la direction de production. J'ai eu la chance de faire plein de casquettes, en fait, c'est-à-dire de vraiment d'évoluer, de chargé de production, direction de production, Prodexé, business affairs aussi. Donc, j'ai été... Alors, effectivement, j'ai pas forcément une formation. J'ai plus une formation lettres et droit, on va dire, que finance. Mais tu l'as terrain, puisque tu as fait de la direction de production. Terrain, donc tu étais obligé de monter les budgets et de les transformer après. Exactement. Ouais. Voilà. Donc ça, effectivement, je pense que ça donne une vision un peu particulière à l'implémentation, justement. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais, j'aimais pas les templates de contrat, j'aime pas les modèles, parce que le modèle, il n'est valable que si on l'applique à concrètement ce qui va se passer, c'est-à-dire aux dépenses, à la fabrication, aux choix artistiques qui vont avoir une incidence. C'est-à-dire que le financement et le cadre juridique ont une influence sur le budget, qui en a une sur la fabrication, qui en a une concrètement sur comment on met en place les choses. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de réfléchir au bon contrat aussi. Parce Exactement. que du coup, c'est du cas par cas à chaque fois. C'est à chaque fois du cas par cas, et il faut prendre en compte justement non seulement les spécificités du projet et les spécificités locales, justement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ça? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est envisageable? Qu'est-ce qui est le mieux pour le projet? Essayer de ne pas perdre l'ADN du projet, parce que c'est ça qu'on perd assez vite, en fait. On va tout mettre en place, et puis tout d'un coup, on se dit, mais c'est assez loin de ce qu'on souhaitait mettre en place. Donc ça, effectivement, je l'ai acquise en faisant et en expérimentant les problématiques qu'il pouvait y avoir sur le budget, sur les budgets. Les plans de trésorerie, etc., les trésoreries partagées, les taux de change. Oui, parce qu'en plus, pour que vous compreniez bien ceux qui nous écoutent, c'est qu'au-delà du budget, il y a tous les enjeux aussi de plan de trésorerie. Donc finalement, de gestion de ces flux financiers, quand ça rentre, quand ça sort, etc., quand on va les redistribuer et tout. Donc c'est déjà assez tricky, on va dire, en local, mais en coproduction internationale, alors là, c'est un casse-tête pas possible, quoi. J'ai l'impression que tu fais presque, tu sais, de la production dans le multiverse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un projet, un projet de production audiovisuelle, et qui a finalement des facettes différentes selon le territoire où il va se trouver. Et toi, tu arrives à créer ce lien, tu sais, entre divers univers parallèles pour réussir à maintenir le projet et réussir à le faire en bonne intelligence sans je dirais, chambouler les canevas locaux qui sont impliqués dans ce projet-là, quoi. C'est un peu de la production dans le multiverse, on y est là.
T'as pas tort. Alors là, le plan de trésor, je pense que oui, c'est du multiverse. Hein. Sincèrement, le plan de trésor international, je pense que c'est ce qu'il y a de plus complexe à gérer entre tous les pays. Et justement, sur le projet 8-10 pays, là, ça devient vraiment cauchemardesque de savoir d'où part l'argent, où est-ce qu'il est dépensé, quand est-ce qu'il arrive. Après, je pense que justement, je sais que tu parlais dans tes podcasts que j'ai écoutés de bonnes et de mauvaises recettes. Je pense que la recette, la meilleure recette possible, c'est la simplification. C'est-à-dire qu'on a une tendance, et alors ça, c'est partout, mais c'est très prégnant. On a une tendance à tout complexifier. C'est-à-dire, déjà, c'est très complexe. Mais on a une tendance, parce que souvent, ça fait, c'est pas que ça fait chic, mais ça fait compétent. C'est-à-dire de complexifier les choses. Ça fait très compétent. Et alors ça, quand on travaille à l'international, déjà qu'on a plusieurs couches comme ça de complexité, moi, mon mot-clé, c'est la clarté et la simplification. C'est-à-dire, plus on est simple. Je me souviens d'une fois où j'ai pris un poste et j'ai dû prendre justement le plan de trésorerie d'un responsable financier qui me prenait de très haut, d'ailleurs, qui avait l'impression que j'étais une stagiaire. Alors que pourtant, je parlais quand même, j'avais des mots assez... assez clair, technique, précis, mais bon, voilà. Et je prends son plan de trésor. Et alors, il avait, je sais plus, une vingtaine d'onglets sur Excel, des tableaux 3 croisés dynamiques de dingue. Alors, j'étais hyper impressionnée. J'étais là, waouh! Une projection sur 10 ans, hein, alors qu'on est quand même sur des toutes petites entreprises, hein, on est sur des TPE. Voilà, donc c'est super de faire une projection pour 10 ans pour son banquier, c'est très très bien. Mais concrètement, au quotidien, 3 semaines, 3 mois, c'est très bien aussi. Hein. Voilà. Et en fait, j'ai mis un temps fou à me dire, OK, je reprends tout dès le départ. Voilà. Je ne me laisse pas impressionner par cette complexité et je reprends tous les chiffres. Et puis, on va faire un onglet avec quelque chose de très simple que tout le monde peut reprendre, voilà, à n'importe quel moment. Ouais. Et là, il y avait un trou d'une centaine de milliers d'euros, quoi. Voilà. Donc, et c'est vrai que voilà, là, c'est clairement sur le terrain où je me suis dit, OK, donc ça, vraiment, plus on simplifie, mieux c'est. Ah oui, clairement. Voilà. Ouais. Et ça, c'est presque la bonne recette. Oui, non, mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Qui est essayer au maximum de simplifier. Et simplifier, ça va avec ça quand je parlais de sensibilisation et d'appréhension de la culture de l'autre. Oui. C'est aussi simple parfois que de poser la question, de dire je n'ai pas compris ce dont tu me parles. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu entends par voilà. Ou comment toi t'envisages les choses concrètement sur le terrain. Tu me parles d'une équipe, mais c'est combien d'équipes? Voilà. Combien de personnes? C'est qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place? Voilà. Il faut gérer aussi parfois en Inde, par exemple, vous avez un budget avec un nombre de personnes d'équipe, et puis quand vous arrivez sur le terrain, il y a le double de personnes. Ouais. Voilà. donc voilà, c'est parce que effectivement, c'est la façon de travailler. Il y a une personne responsable de chaque chose, et c'est comme ça. Et c'est pas forcément annoncé, voilà, concrètement. Alors que nous, on a l'impression d'être très très carré, de tout annoncer, etc. Donc voilà. Donc il faut poser la question, de dire pourquoi il y a tant de monde. Parce que c'est comme ça qu'on travaille et que voilà. On a souvent les réponses à nos questions, mais on a souvent des questions qu'on n'ose pas poser. Oui, c'est vrai. Ou auxquelles on ne pense pas poser, parce qu'on se dit, on pense croire que c'est une évidence de notre côté, et qu'en face, s'ils ne répondent pas à cette évidence-là, c'est un manquement ou un oubli, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste une autre manière de faire. Tu pourrais presque faire ton guide, finalement, à force, tu vois, avec toutes ces connaissances que tu as sur... je pense pourquoi pas. Il y a la place pour ça. Là, j'ai une question qui vient, parce qu'en t'écoutant, tu rajoutes à chaque fois des nouveaux pays. Quels sont les territoires inconnus pour toi en coproduction que tu n'as pas encore expérimenté? Alors, j'ai un peu expérimenté l'Asie, mais pas tant que ça. D'accord. En fait, par exemple, la Chine, j'ai fait un projet il y a longtemps, mais j'ai pas trop exploré ce territoire. D'accord. Voilà, donc il reste la Chine. La Chine, la Thaïlande, Vietnam, j'ai moins fait. Voilà, j'ai pu participer à des projets, enfin être plutôt consultante sur des projets, mais j'ai moins fait l'Asie. Voilà, d'accord. Sur ce territoire-là, j'ai plus fait effectivement le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, les pays d'Afrique. Ouais. C'est déjà bien. Voilà. Bravo. C'est impressionnant. Enfin, moi, je trouve que c'est impressionnant. Quand tu travailles toute seule ou tu te fais accompagner? Est-ce que tu as des gens qui t'aident quand même ou tu recrutes sur les projets une petite équipe à toi, ou toi, tu es vraiment sur les enjeux copro avec les producteurs des projets?
Non, en conseil, je suis vraiment toute seule. D'accord. Voilà, vraiment là-dessus. Alors en production, non, parce qu'effectivement, dès qu'on fait une coproduction, on a besoin de... Ah oui, c'est pas possible. Et une production, en général, on engage du monde. Mais en conseil, je suis toute seule et c'est compliqué, effectivement, de déléguer parce que là, pour le coup, c'est un petit peu l'expérience et puis les différentes strates de formation et d'expérience qui font que je peux accompagner. Donc ça, c'est compliqué. Je peux pas déléguer à ce niveau-là. Non, ou alors il faudrait vraiment que tu formes sur mesure, quoi. Enfin, ça reste compliqué parce que je pense qu'il y a l'expérience d'avoir quand même vécu les montages, la réalité, les projets, d'avoir entendu, d'avoir accompagné. Donc du coup, tout ça, ça donne quand même une... c'est la vraie plus-value. Un regard, le fait d'avoir vraiment vécu les situations sur le terrain qui permet, toi, d'avoir un raccourci, je dirais, intellectuel pour répondre aux enjeux, apporter la bonne solution, proposer en fait les bonnes dynamiques de réflexion pour que le projet se fasse en bonne intelligence. Donc je comprends complètement. Voilà. Mais du coup, est-ce que ça manque pas, ça ? Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de vivre dans une ère où on est quand même plus sur des logiques de coproduction à l'international et tout. Et là où ton poste, je pense qu'il va devenir indispensable, tu vois, dans très peu de temps, et à donner aux productions qui veulent se lancer vers l'international. Finalement, c'est quoi les bonnes questions à se poser quand on se dit, tiens, attention, comment je peux appréhender cette logique-là ou vers quel type de partenaire, si Jennifer Saba n'est pas disponible, je peux me tourner pour... c'est quoi les critères finalement ? Parce que là, toi, ton parcours, il est clair, il est limpide, on voit tout de suite ton expertise et comment tu peux vite répondre à des problématiques de coproduction par rapport aux différents systèmes de pensée des collaborateurs sur un même projet. Mais finalement, j'ai l'impression que tu t'es presque créé ton expertise, ton poste. Et d'une certaine manière, oui, c'est une forme de direction production à l'international, oui, je dirais, c'est ça, mais tu vois, après moi j'ai rajouté effectivement de la formation en droit international pour justement avoir un champ d'action un peu global, c'est-à-dire avoir le terrain, mais aussi avoir des outils. Voilà. Et puis faire de ces outils aussi, justement, les rendre concrets. Ce sur quoi parfois j'avais du mal, parce que les avocats, évidemment, sont essentiels. Mais moi, il me semblait manquer quelque chose entre les deux, c'est-à-dire entre la production et les avocats. Souvent, j'avais des producteurs qui envoyaient leur contrat aux avocats en attendant que l'avocat implémente tout. Mais l'avocat, effectivement, il implante tout ce qui est légal, la loi, il rédige le contrat. Mais par contre, il ne peut pas implémenter la réalité. Il faut bien s'asseoir et discuter avec le partenaire et déjà avoir beaucoup de choses mises en place qui vont être implémentées dans le contrat. Et donc, du coup, moi, c'est ça qui m'a intéressée. Alors, les jeunes producteurs qui voudraient se tourner vers l'international, c'est vrai que c'est compliqué de tout faire tout seul. L'expérience, ok, oui, effectivement. Mais comme je le disais, ça demande de la veille juridique, ça demande de la formation. Il y a quand même des très bonnes formations à l'international. D'accord. Il y a des formations de producteurs. Je travaille pour un des organismes européens qui s'appelle le AVE, qui fait des formations de producteurs et qui forme quand même à l'international. Il y en a beaucoup, je pourrais en citer plein d'autres. Mais il y en a quand même qui font qu'il y a et beaucoup d'ailleurs à l'international. Le training à l'international, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Ça vient beaucoup en France. Mais alors moi, je me souviens effectivement, il y a quelques années, il y a presque 15 ans, moi je faisais régulièrement des trainings, que ce soit en direction d'écriture, justement, parce que je travaille avec des auteurs, que ce soit en comptabilité, trésorerie, parce que je travaillais sur des plans de trésorerie. Et tout le monde me regardait toujours en marketing. Enfin, je me souviens des gens qui me disaient, mais pourquoi tu fais ça sert à rien. Parce que c'est vrai qu'en France, on avait un peu de mal avec la formation en continu, c'est-à-dire dans la vie en général, c'est-à-dire ce training. En revanche, voilà, il y a tout ce qui est formation européenne. Je ne sais plus s'ils le font, mais il y avait Creative Europe qui émettait un livre, justement, qui répertoriait toutes les formations européennes. Voilà, et ça, je pense que c'est essentiel. C'est vrai que se lancer dans quelque chose, alors qu'on n'a absolument aucune expérience, c'est compliqué. Et l'international, c'est pas juste aller chercher un financement, justement, c'est ce que je disais, c'est quand même du commerce international à un moment donné et du droit international, on peut pas y échapper. Donc il faut quand même un minimum de connaissances, un minimum de veille juridique, commerciale sur ce que ça implique. Voilà, parce que quand je parle de commerce international, c'est aussi parfois de l'import-export. C'est du carnet ATA, c'est envoyer du matériel à l'étranger, c'est tout ce genre de choses, c'est des flux financiers qui viennent et qui repartent. Donc ça demande d'appréhender quand même clairement ce travail-là. En tout cas, c'est passionnant. Je trouve ça dingue. Parce que du coup, t'as presque voyagé partout. Enfin, presque, il ne reste pas grand-chose, tu vois. T'as presque tout vu et tout, quoi.
Et du coup, le projet que tu rêverais d'avoir là en 2025, ce serait quelle typologie de projet de production? Alors, le projet que je rêverais d'avoir... Alors, à vrai dire, je suis presque déjà dans le rêve, hein, quand même. Ah, tant mieux. Oui, non, j'ai vécu récemment une expérience vraiment bouleversante et formidable. Donc, je dirais que... Et normalement, ça recommence la semaine prochaine. Donc, c'est peut-être ce que je rêve d'avoir qui arrive la semaine prochaine. Ah ouais? Mais on peut savoir ou pas? Voilà, oui, tout à fait. Non, en fait, j'encadre un groupe de 16 participants qui viennent des Balkans, qui viennent de pays compliqués, de pays en guerre, de pays avec des régimes autoritaires ou alors basculant vers des régimes autoritaires. Et j'encadre des équipes de cinéastes, producteurs et réalisateurs qui font des films politiques. Voilà, et je les encadre sur le développement et sur le montage financier de coproduction. On a eu une première semaine ensemble et c'était complètement fou. Voilà, parce qu'effectivement, comment on travaille les différents niveaux de narration dans des pays où on ne peut pas être frontaux, comment on appréhende les choses quand ce qu'on raconte dans nos films, on le vit au quotidien et qu'on est sous la menace de bombes et sur un pays en guerre. Et c'était complètement fou. Et je pense que ça, sur ce qu'on disait au départ, sur cette appréhension de la réalité de l'autre, ça a été une semaine complètement bouleversante parce que j'avais aussi des participants de pays ennemis qui étaient dans le même workshop. Et à un moment donné, leurs émotions les ont complètement dépassées. Ouais. Et on a travaillé sur comment dire, même j'ai du mal avec le mot acceptation, mais effectivement, on a travaillé sur le narratif de chacun et comment plus que accepter, plus envisager le narratif de l'autre. Voilà. L'ouverture d'esprit, quoi, par rapport à l'autre. C'est ça, et envisager quand on vient de 2 territoires ennemis où il y a eu des morts de chaque côté et qu'on a quand même chacun son histoire, on a quand même chacun son narratif. Et on a travaillé là-dessus et à la fin de la semaine, il y a eu une petite crispation et ils ont quand même réussi à se serrer la main. Et c'était impressionnant. Ah ouais, non, voilà, c'était vraiment... Voilà, vraiment quelque chose de formidable et de très, très puissant. Et donc, j'ai la 2e semaine qui arrive la semaine prochaine avec eux. Donc, je les retrouve. Et donc, c'est plutôt... si tu me dis qu'est-ce que le rêve, c'est plutôt ça. Et ça, j'adore. Tu as déjà un pied dedans. Il faudrait presque faire un making-of de ces échanges-là. Parce que je trouve qu'on... Mine de rien, là, ce que tu dis, c'est quand même incroyable parce que ça soulève aussi une question politique, tu vois, de compréhension, d'ouverture d'esprit, même sociale, politique. Et on peut le faire au niveau de production audiovisuelle quand ça ne marche pas au niveau politique, concrètement à l'international. C'est tout à fait ce qui s'est passé. Il faudrait presque le filmer pour le partager. J'aurais adoré parce qu'il y a une participante qui s'est levée et qui a dit « Si moi je ne le fais pas, c'est pas les gouvernements qui vont le faire. » Et elles se sont serrées la main. Et je me suis dit « Bon, c'est gagné. » quoi. On a besoin de ça, je trouve. On peut y arriver. Voilà. Et donc ça, évidemment, c'est complètement le cœur de ce que j'adore faire. Donc, c'est complètement le... là, tu as tout. Tu as copro et en même temps sur des projets humainement et socialement puissants. Voilà. Donc, il y a l'aspect politique aussi, effectivement, l'aspect militant, engagé. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me suit depuis longtemps, qui va avec, je pense. Mais... Ah oui. C'est cohérent avec ton parcours puisque tu es rentré dans le documentaire et le documentaire, il est quand même naturellement assez engagé. Exactement. C'est politique aussi. Et je pense que tu as mordu à ce moment-là sur cette typologie de production. Mais je ne l'ai jamais lâché. Et puis j'en ai produit avec Janelle Tari, qui est aussi une vraie mentor pour moi et qui est mon associé, quelqu'un que j'admire énormément et qui est quelqu'un qui a une liberté de ton, de parole et une intégrité incroyable. Et ça m'a toujours accompagnée. Voilà. C'est un médium formidable pour faire passer des messages, pour ouvrir aussi des réflexions communes à toute l'humanité. Et finalement, ces projets-là, ils vont aboutir dans quoi? L'idée, c'est qu'ils soient produits dans l'année? Alors, l'idée, c'est qu'ils soient produits, tout à fait. Ils sont, en fait, on les accompagne justement sur le développement et le montage de leur coproduction pour qu'ils puissent aller pitcher dans un marché international. Donc ça, c'est de plus en plus ce que les producteurs font. Et donc, ils vont pitcher au forum CP Edge Docs, au Danemark. Voilà, où là, ils présentent en fait leur projet pour boucler le financement. Eh bien, super. Bravo, bravo.
Je propose qu'on s'arrête là, c'est parfait. En plus, je trouve qu'il y a une touche d'optimisme sur ce projet-là, quoi. On se dit, la paix est possible. L'entente et l'harmonie sont possibles. Ça demande d'ouvrir un muscle qu'on n'a pas encore mis en place dans tous nos esprits, qui est l'ouverture et la meilleure compréhension de l'autre. Voilà. Absolument. Je pense qu'on peut complètement finir là-dessus. C'est incroyable que tu amènes la conclusion là-dessus. Merci Jennifer pour ce cadeau, parce que je trouve ça tellement cohérent avec l'ère bizarre qu'on vit tous là en ce moment. Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est la clé parce que je pense que c'est incroyable. Je pense que justement, plus on a de sensibilité autour de la table, on parle d'inclusion, mais je pense que plus on a d'histoire, d'expérience et plus finalement on s'ouvre à nous-mêmes. Oui, complètement. Ah bah oui, on se découvre aussi à travers cette manière qu'on a de se mettre un peu dans la peau de l'autre. Exactement. C'était parfait. De toute façon, je pense que je te réinviterai pour la suite de ces aventures-là. En tout cas, merci encore d'avoir accepté. C'était vraiment super. Où merci on peut te suivre Virginie, Comment beaucoup. On peut faire pour suivre ton actualité Eh bien, alors depuis un très récent moment, je suis sur Instagram. Voilà. Très bien, parfait. Sur Instagram, je vais essayer de poster. C'est vrai que ça demande une organisation régulière, mais je vais essayer. Voilà, je suis aussi sur LinkedIn, donc on peut me suivre là-dessus. Je mettrai les liens en description de l'épisode. Merci beaucoup, Jennifer. Merci à toi, Virginie. Et puis, je te suis, moi aussi. Oui, je sais, on se suit. Merci beaucoup. Mais je mettrai quand même tous les liens pour les gens qui veulent aussi te suivre ou qui veulent faire appel à tes conseils pour donc les stratégies de coproduction à l'international. N'oubliez pas, Jennifer reste quand même une excellente partenaire dans ces logiques-là. Donc, allez-y, foncez. Vous serez entre de bonnes mains. Merci encore. Merci à toi. Je vous dis à très bientôt pour la suite de votre podcast favori sur la production. C'est Recettes de prod, les bons conseils. Bye bye. Au revoir.